Bonjour Benoît Dutertre. Bonjour. Vous produisez chaque semaine sur France Musique l'émission Étonnez-moi Benoît. Chaque année, il vous revient de commenter pour France 2 le concert du Nouvel An depuis Vienne. Vous chroniquez hebdomadairement pour Marianne et puis vous avez été nommé par le ministère de la Communication inspecteur du langage sur les chaînes de l'audiovisuel public pour signifier aux intervenants leur erreur de langage. Ça y est, je me suis laissé pincer par votre roman Le Grand Rafraîchissement que publie Gallimard. Je me suis laissé pincer parce que tout est vrai, tout est faux. Vous embarquez votre lecteur dans des pseudo-chroniques comme des pages arrachées de carnet et puis on marche, on y croit, on referme le livre, on regarde le monde. Faut-il se désoler ou y croire? Écoutez, oui, c'était tout le jeu que de mêler le vrai, le faux, mon personnage, un personnage qui me ressemble, mon époque, et que j'essaie de décrire dans le livre, mais dans ce qu'elle pourrait devenir ou pas aussi. Enfin voilà, c'est le jeu de la fiction et du roman que je me suis autorisé dans ce grand rafraîchissement. Mais parmi la trentaine de livres que vous avez écrits, vous aimez louvoyer, vous aimez raconter, décrire, puis passer à autre chose, comme si vous nous emmeniez dans une flânerie. Finalement, l'écriture est une flânerie chez vous, j'ai l'impression. C'est-à-dire, moi j'aime bien le jeu aussi de la composition dans un roman, hein. Vous savez, c'est vrai que bon, l'idée qu'on a du roman, et qui est la plus simple et la plus juste, c'est une histoire qui se développe. Moi, c'est vrai que j'aime écrire des livres dans lesquels on se balade, comme vous dites, dans lesquels on flâne, on passe d'une histoire à l'autre. Vous savez, j'ai toujours adoré être dans les trains et voir passer les paysages, puis tout d'un coup ça change, puis on passe à autre chose. Et donc Oui, voilà. maintenant, c'est vous, tu as le TGV, on n'a plus le temps de Un peu regarder. moins, un peu moins. Mais voilà, donc effectivement, dans ce livre, il y a une espèce de, je dirais, de contrepoint, puisque je suis un peu musicien aussi, entre effectivement un journal d'un écrivain qui me ressemble, des fictions plus ou moins loufoques, des réflexions sur notre époque et sur la culture, mais toutes ces petites choses entre lesquelles j'essaie d'emmener le lecteur en voyage, malgré tout, finiront par se rejoindre à la fin du livre, ce qui fait que je me suis autorisé quand même de dire qu'il s'agissait d'un roman. Un roman. Alors, je reviens sur la musique. Vous avez une licence de musicologie, vous jouez du piano, vous avez beaucoup suivi les contemporains, Boulez, Xenakis, Ligeti, avant de signifier dans Requiem pour une avant-garde en 95 que cette musique était une impasse. Et vous y revenez ici, je vous cite. Fervent mélomane, j'avais mené une charge contre cette avant-garde musicale contemporaine qui, depuis les années 1950, prétendait réinventer la musique en laboratoire. Tout en me gaussant de cet indigeste tintamarre, j'avais dénoncé le violent mépris des prétendus avant-gardistes pour tous les compositeurs qui ne s'engageaient pas dans la même voie. Puis j'avais ironisé sur l'académisme moderne des poètes sans rime qui couraient derrière Rimbaud, ou celui des artistes conceptuels qui, un siècle plus tard, imitaient Marcel Duchamp et nous refaisaient le coup de l'urinoir en s'imaginant créer le scandale sous les yeux candides de la bourgeoisie progressiste. Et vous revenez de tout ça. Oui, parce que bon, c'est dans un des chapitres dans lequel qui s'intitule Suis-je de droite ou de gauche, Oui. vous savez, et dans lequel le narrateur, qui me ressemble beaucoup, disons-le, voilà, et c'est pour ça que c'est écrit à la première personne, voilà, revient sur des questions. Et effectivement, c'est vrai que j'ai eu une grande passion pour l'art quand j'étais adolescent, jeune homme, pour l'art contemporain, et notamment Boulez, et notamment, etc. Et puis, je me suis demandé si malgré tout, toutes ces écoles d'avant-garde n'étaient pas un petit peu une impasse, et si en plus, elles n'étaient pas très, très sectaires. Et donc, voilà, je m'interroge sur mon progressisme culturel, et sur la façon dont je l'ai un petit peu remis en question après, pour voir les choses un petit peu différemment. Oui. Alors, vous parlez de votre personnage. C'est en effet ce Benoît, ce narrateur qui passe de livre en livre, qui est un peu sorti d'un dessin de Sampé sur son île Saint-Louis, ce flâneur qui n'aime pas tant surprendre qu'être surpris, ce moraliste de l'équilibre et de la joie. Et puis, vous avez des pages délicieuses à ce moment-là sur le confinement, qui est une expérience unique, et pour vous, qui a été très joyeuse. Oui, j'ose le dire. Alors, c'est-à-dire, évidemment, c'est toujours un peu gênant parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert, n'est-ce pas, Oui. du Covid. Il y a eu des malades, il y a eu des morts. Et puis, le confinement n'a pas été très, très bien vécu par tous ceux qui habitaient dans des conditions difficiles. Moi, finalement, j'avais décidé de rester à Paris. Euh, je ne sais pas pourquoi, parce que j'aurais pu partir à la campagne, mais bon, voilà, je suis resté, et j'ai trouvé que j'avais l'impression de vivre un moment irréel, une Ah oui. espèce de miracle éveillé,
en dehors évidemment de la question de l'angoisse, de l'épidémie, etc. Mais cette ville de Paris qui s'était complètement vidée en quelques jours, comme vous savez, un peu au moment de l'arrivée des Allemands en juin 40, comme ça, ces rues désertes, ce silence qui avait envahi la ville, ces promenades d'1 heure par jour qui étaient autorisées avec notre petite attestation, et dans laquelle je découvrais une ville, vous savez, comme ces photos de la fin du 19e siècle, on voit Paris, de Hadjé, on voit Paris complètement vide. Et et je redécouvrais la beauté de la ville et je me promenais, il faisait un temps merveilleux. Et les oiseaux. Et les oiseaux. Et alors, c'était pour moi, et c'est pour ça que j'ai placé ça dans ce livre où il y a des histoires un peu extravagantes, c'était pour comme si la fiction, le fantastique venait dans la vie réelle Absolument. et se mélangeait à la réalité de ce que nous... Qui aurait pu imaginer qu'un jour on se promènerait dans un tel Paris? Et c'est arrivé tout d'un coup. Et tout d'un coup, voilà, je raconte ça dans ce chapitre, la beauté de Paris, la beauté merveilleuse de Paris, et en même temps cette possibilité, finalement, cette possibilité pour toute chose étrange d'arriver et de bouleverser le cours des choses, comme ça a été le cas du confinement. Et de se promener seul. Et de se promener seul dans cette Ne ville. croiser personne. Oui, C'est pas tant ce que vous écrivez. mais en plus, cette œuvre minérale extraordinaire qui est Paris avec son histoire. Je veux dire, il n'y a pas un immeuble, un coin de rue, une chose qui ne soit pas intéressante à regarder, mais on ne les voit pas habituellement parce qu'on est dans la circulation, dans la foule, dans l'activité. Et là, tout d'un coup, il y avait une espèce voilà, de rêve éveillé, en fait, même s'il a été un rêve noir pour un certain nombre de personnes. Alors, Le Grand Rafraîchissement, ce nouveau livre, Benoît Dutertre, ne revient pas avec nostalgie aux temps anciens, mais il rêve que le monde actuel ne soit qu'une parenthèse dans l'histoire. Vous écrivez: Je me console en songeant que l'existence humaine a toujours été faite de changements irrémédiables qui nous font regretter le monde de notre enfance et nous aident à mourir. Oui, c'est une idée selon laquelle, finalement, comme c'est pas très drôle de s'imaginer qu'on va quitter cette terre, en même temps, le monde change tellement que finalement, ce sera un petit peu moins dur parce que le monde qu'on a aimé, celui dans lequel on a grandi, n'existera plus. Mais oui, alors, vous Donc on commencez, partira un petit peu plus facilement. vous commencez vous commencez votre livre en racontant, en décrivant vos vinyles, vos 78 tours, tous Tout vos ce que CD. j'ai aimé, tout ce que Tout j'ai ce que vous avez constitué aimé. dans ma vie, qui a été mon trésor, ça n'intéresse plus personne. Mon monde, il est derrière moi d'une certaine façon. Mais c'est horrible Et parce que c'est vous ce êtes qui- jeune. Jeune, j'ai la soixantaine quand Ouais. même. Mais ça m'amusait de raconter comment, effectivement, pour quelqu'un de ma génération, par exemple, se constituer une belle discothèque ou une belle bibliothèque, c'était une espèce d'idéal quand on aimait la musique ou la littérature. On Mais y oui. mettait nos économies, notre passion, on était fiers. Et je raconte effectivement comment un très jeune homme, qui est mon neveu dans le livre, comme ça, qui vient chez moi, et je suis tout content de lui présenter mes trésors. Il regarde ça, il me dit: Oh là là, mais ça prend beaucoup de place quand je pense que tout ça pourrait tenir dans le cloud. Voilà. Voilà, c'est ça. Pour lui, c'est juste un paquet d'objets encombrants à l'ère du numérique. Et donc, je vois qu'on est sur deux planètes maintenant presque différentes, même si je l'aime bien et que j'essaie de raconter ça drôlement. Mais voilà, le monde change. Et c'est aussi donc la disparition, au fond, du monde de notre enfance. C'est ce monde du climat tempéré, vous savez, Oui. de cette alternance tranquille des saisons, toujours les mêmes. Et voilà aussi quelque chose qui disparaît. Et voilà, donc c'est pas très drôle, hein, ce changement climatique, mais en même temps, on se dit, voilà, c'est comme ça, un nouveau monde qui commence, qui sera peut-être moins dur à vivre pour les gens plus jeunes qui auront grandi dedans. Alors, le monde change, les disques changent, la musique change, enfin tout bouge, les saisons changent et alors la culture change aussi. Alors vous avez un passage absolument saignant, au ministère de la culture où, Ah, ça, c'est du vécu, hein. ah bah ça, on l'imagine, vous venez au ministère de la culture pour demander des Enfin, dans un subventions, service culturel, oui, voilà, oui. on va pas se fâcher Une avec tout le monde. administration culturelle. Voilà. disons, oui. Et vous voulez monter un festival, vous avez besoin de subsides, vous avez besoin d'aide de l'État, et vous tombez sur un agent, une dame, je vous cite: Elle exigeait du social et semblait attendre que nous nous transformions en animateurs dans les quartiers en échange de quelques fifrelins d'argent public. Elle a parlé d'ateliers participatifs qui inviteraient les enfants à faire valoir leur créativité, puis elle a résumé la nécessité, pour les projets culturels soutenus par la région, de questionner la question de l'égalité, d'interroger celle du genre, de contribuer à la lutte contre le racisme, de favoriser la découverte des autres cultures et, en résumé, de créer du lien. Comme elle l'a répété plusieurs fois, avant de pointer à nouveau sur moi son visage de petite fille méchante. Et ça, j'ai vécu, c'est-à-dire ce glissement disons, d'une France
de la Ve République, avec l'héritage de Gaulle et de Malraux, dans laquelle les pouvoirs publics, qui soient d'ailleurs nationaux, municipaux, régionaux, voulaient entretenir des grandes institutions culturelles, vous savez, des opéras, des orchestres, des théâtres, pour faire partager au plus grand public le patrimoine culturel, à un moment où il n'y a plus qu'une obsession dans les administrations, c'est de tenir des comptes de parité, d'égalité, d'antidiscrimination. Et la question de l'art lui-même ne les intéresse plus du tout. On a l'impression que la sphère artistique s'est vue enrôlée dans une espèce de projet social et sociétal égalitaire qui est sûrement très bien en soi, mais qui finit par mettre complètement de côté la question artistique. Ce que vous écrivez très bien, je vous cite encore, du théâtre à l'opéra, en passant par le ballet ou les expositions, les œuvres se sont vues instrumentalisées pour contribuer aux luttes contre le sexisme, le racisme, le populisme et le totalitarisme. On en oublierait presque que la grande histoire de l'art, celle qui continue à nous enchanter, fut l'œuvre d'hommes et de femmes très divers, de gauche comme de droite, et parfois même sexistes, racistes, conservateurs, à l'instar de Balzac, Debussy, Flaubert ou Cézanne. Autant d'artistes dont le but véritable ne fut pas d'édifier un monde plus juste, mais de nous divertir et de nous surprendre par des beautés nouvelles. Voilà. Ça, de nous divertir et nous surprendre par des beautés nouvelles, je le souligne en rouge parce que c'est vraiment cet enchantement que vous avez toujours voulu transmettre à la radio ou dans vos livres. Parce que l'art m'a rendu heureux, parce que la musique m'a éveillé vraiment quand j'ai découvert Debussy, Stravinsky, Ravel et d'autres, parce que la poésie d'Apollinaire m'a porté, parce que mille choses comme ça ont accompagné ma vie. Et tout d'un coup, on a l'impression qu'effectivement, il y a une repolitisation de la sphère artistique depuis une quinzaine d'années, au nom de tas de questions sociétales, puis aussi parce qu'il faut faire des économies, etc. Donc que les pouvoirs publics ne voient plus l'art que comme une espèce d'instrument, effectivement, en faveur de l'égalité. Moi, je suis tout à fait pour la lutte en faveur de l'égalité, mais pour moi, tel n'est pas le propos de l'art. Le propos de l'art, c'est vraiment de nous enchanter et de nous divertir. Et alors même dans la langue, puisque en introduction, je mentionnais le titre d'inspecteur du langage sur les chaînes de Oui, oui, ça l'audiovisuel c'est public, parce vers que la fin du livre. ça c'est vraiment très drôle. Et dans le langage même, tout semble confondu. Je vous cite encore. À tous, enfin, j'affirme qu'il est inutile d'énoncer chaque fois le masculin et le féminin comme on se croit obligé de le faire, plus encore depuis qu'un ancien président de la République a systématisé cet usage. La langue française est assez claire pour qu'en disant bonjour à tous, chacun comprenne qu'on s'adresse aux hommes et aux femmes. Devoir le préciser en énonçant bonjour à tous et à toutes ne fait qu'alourdir la phrase sous un prétexte vertueux et focalise l'attention sur une discrimination imaginaire du langage. Et oui, oui, la langue victime elle-même de cette obsession politique d'une certaine façon. Et effectivement, c'est pas le moindre ni le seul des paradoxes de notre président, qui, dans ce passage du livre, est notre ancien président, parce qu'il y a un peu de futurisme dans le livre, mais de notre président actuel, que d'un côté, il va afficher qu'il défend la langue française, on ouvre Villers-Cotterêts, etc., tout un ensemble d'institutions pour défendre le français, mais de l'autre, en même temps, il ne cesse de pratiquer cet équivalent de l'écriture inclusive, qui est de masculin et féminin à chaque phrase et à chaque mot, et ça devient fatigant parce que ça allonge les phrases, ça fait perdre beaucoup de temps, etc. Et tout le monde a bien compris que au fond, ça n'est qu'une chose d'affichage politique. Mais je veux dire, non, voilà, tous. C'est tous et toutes, depuis toujours en français, voilà. Alors, quand vous serez à l'Académie française, et comptez sur moi pour le comité de l'épée, quand vous serez à l'Académie française, vous pensez que l'Académie a un rôle à jouer aujourd'hui dans ce grand rafraîchissement? Je pense qu'elle pourrait le jouer, en tout cas dans le domaine effectivement, de la défense et illustration de la langue française. C'est pas seulement d'ailleurs, je dirais, la correction du français. Bon, là, c'en est un exemple très, très frappant, mais c'est aussi simplement la place du français en France, parce que, je veux dire, la façon dont le vocabulaire anglais se substitue au français dans une partie de notre langage courant, c'est absolument effrayant. Le nombre de mots, d'usages, de tournures. Vous savez que maintenant, tous les jours à la radio, j'entends des gens dire qu'ils vont supporter leur club de foot. Bon, quand on supporte, ça veut dire qu'on n'aime pas en français. Quand on supporte en anglais, ça veut dire qu'on soutient. C'est pas la même chose. Et des anglicismes, il y en a partout. Et les noms d'émissions de radio et de télé en anglais, etc. C'est trop, c'est trop. Voilà. Non, mais au-delà de cette question de l'anglicisme,
il y a aussi le développement de notre propre vocabulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on évite de donner aux enfants des mots de 3, voire 4 syllabes parce qu'on considère que c'est trop compliqué. Et donc, on est dans des périphrases incroyables euh, pour éviter des mots qui seraient incompréhensibles. Alors, par le truchement de l'éducation nationale, on arrive à finalement une sorte de novlangue. Voilà, avec des expressions toutes faites, vous savez, le fameux «on est sûr». Oui, Voilà, on est sur un émincé de veau avec sa purée de carottes, ou on est sur un cépage, je sais pas, on est toujours sur quelque chose dans le nouveau français, et ça et, m'amuse beaucoup. et le serveur de terminer, on reste là-dessus. Oui, voilà, c'est ça. Alors, dans ce grand rafraîchissement, vous mettez en avant le parti des équilibristes, ceux qui cherchent l'équilibre avant toute chose. C'est un peu l'honnête homme du XVIIe siècle. C'est le grand rafraîchissement qui amène chacun à une forme de raison, écrivez-vous. Voilà, Oui, non, mais comment? attendez, juste pour remettre un tout petit peu en situation, donc voilà, dans ce livre, il y a cet écrivain râleur qui Mhm. s'agace de son époque, on vient d'évoquer un certain nombre de choses, et puis en alternance, il y a un certain nombre de fictions, de fantaisies, un petit peu à la Marcel Aimé, et notamment donc celle du grand rafraîchissement, où j'imagine que tout d'un coup, au lieu de continuer à monter à l'infini, ce qui est malheureusement le cas, les températures tout d'un coup vont se mettre à redescendre un petit peu, à se restabiliser, et on va revenir au climat tempéré, ce Voilà. merveilleux climat tempéré qu'on nous présentait comme une des richesses de la France quand on était enfant à l'école. Et donc, en même temps, dans mon livre, c'est ça le jeu romanesque, si on peut dire, en même temps que le climat redevient tempéré, l'humanité redevient tempérée. D'où la création de ce pari. Ce parti équilibriste qui s'oppose au parti jusqu'au-boutiste et qui cherche à retrouver voilà, une espèce d'équilibre de vie, comme si qu'on pouvait peut-être avoir autrefois, au moins en rêve, entre équilibre entre la ville et la campagne, entre les hommes et les femmes, entre toutes ces choses qui aujourd'hui partent un peu à volo, quoi. Mais des choses simples, finalement. Cette transformation du climat et des esprits eut de lourdes conséquences politiques. Les élections au Parlement européen, au cours de la troisième année du rafraîchissement, virent grandir le bloc équilibriste. Partout en Europe, ces nouveaux élus réclamaient une réflexion sur les objectifs de l'Union et certains osaient évoquer un démantèlement du système imaginé dans les années 50, puis élargi inconsidérément pour obéir à une vision économique insensée. Cette gigantesque structure n'avait, selon eux, plus aucun sens. Elle avait tenté d'unifier des pays aux histoires très contrastées sous un lourd appareil de normes politiques, sociales, sociétales, financières, diplomatiques et environnementales, mais elle ignorait la diversité de ces peuples qui restaient pourtant le caractère même du vieux continent. Une illustration fâcheuse en était cette omniprésence de la langue anglaise au sein des institutions, quand la moindre conscience de la réalité européenne invitait à s'exprimer différemment. Une certaine Europe a vécu et doit disparaître, affirmaient les équilibristes qui prônaient un nouveau traité respectant la singularité de chaque nation. Donc il faut garder les culottes de peau à Salzbourg. Non, pas du tout. Il faut garder ce qui est l'essence même de l'Europe, c'est-à-dire un ensemble de peuples qui ont à la fois une culture commune et des cultures très très différenciées. C'est pour ça que je suis extrêmement choqué chaque fois que je vois Madame von der Leyen nous faire un grand discours sur l'état de l'Union. Déjà, ça, c'est une pure importation américaine. Ouais. Et évidemment, le faire en anglais, comme si de fait, maintenant, on nous disait que l'anglais était la langue commune de l'Europe. Bah non, justement, ce qui définit l'Europe, c'est la diversité de ses cultures. Donc, on ne peut pas penser l'Europe si on ne la pense pas dans sa diversité. Et cette façon de vouloir l'unifier dans un modèle anglo-saxon, pour moi, c'est la négation même de l'Europe. C'est pourquoi je n'aime pas du tout son évolution actuelle. Donc Et des pourquoi histoires. j'imagine dans mon livre qu'elle se démantèle Ben oui. pour mon plus grand plaisir. Et juste avant les élections européennes, c'est pas Et mal. voilà, c'est ça. Non, ce sont des histoires, mais un destin, c'est ça. Oui, oui, en vrai, c'est exactement Il faut ça. respecter l'histoire de chacun. Il faut respecter l'histoire de chacun. Et en plus de ça, je veux dire, s'exprimer systématiquement en anglais comme si tout le monde comprenait l'anglais, c'est complètement faux parce que la plupart des habitants, des classes populaires de la plupart des pays d'Europe ne comprennent pas si bien l'anglais que ça. Donc la traduction, c'est un système qui fonctionne bien. Moi, j'aimerais que Madame von der Leyen s'exprime en allemand, que Monsieur Macron s'exprime en français, qu'ils parlent en anglais entre eux s'ils ont envie dans les réunions de travail, mais qu'on affiche l'Europe pour ce qu'elle est et non pas comme une espèce de sous-continent nord-américain. Alors j'aime dans cette flânerie, ce grand rafraîchissement, on est dans une flânerie en bord de Seine, comme vous les aimez tant. Puis comme ça, vous balancez un alexandrin qui tombe en plein milieu de votre prose. Les docteurs s'affrontaient dans de furieux débats. Très bien, bravo, merci. et,
Ça, Et c'est pour le confinement, oui. oui, oui, et vous aimez, on sent que, on sent une gourmandise d'écrire chez vous. Ah écoutez, en tout cas, j'ai envie de dire avec le temps, ça me non seulement ça me lasse de moins en moins, mais ça oui, j'y prends de plus en plus de plaisir. On finit, et j'ai eu du plaisir dans ce livre à mêler un peu les registres, vous savez, hein, Oui, le style journal, le style fiction, le style poétique, le style autobiographie, le style essai. J'essaie toujours de faire une espèce de petite mosaïque de tout ça, mais qui nous raconte quand même une histoire et qui puisse éveiller quelques oui, réflexions. on a ce chapitre sur Bernard, pof, qui tombe là et Ah mon vieux Bernard, votre oui. vieux Bernard et on se dit: «Tiens, ce que ça va nous apporter sur le plan romanesque». Non, c'est vous, c'est-à-dire que hop, c'est une promenade, on est passé, on a salué, C'est un souvenir d'un vieil ami qui m'appelait tous les matins au téléphone pour parler de nos lectures. Il me disait toujours: «Salut poupée». Il m'appelait comme ça et après on parlait de lecture, de livres oubliés et cetera et je raconte dans le livre justement parce que c'était un homme tellement érudit, merveilleusement érudit. Alors tout le monde l'appelait pour lui demander des précisions quand on était en train d'écrire des livres. Il avait tout dans sa bibliothèque. Vous avez toujours la réponse et puis je raconte le jour où alors que je lui demande un renseignement très précis, historique très précis, il part dans sa bibliothèque chercher le renseignement qu'il va sûrement trouver comme d'habitude. Sauf que cette fois, pour la première fois, moi j'ai tapé le mot-clé sur Google et Google est allé plus vite que lui. Là encore, c'est la fin la fin d'un monde. Le monde des érudits a été remplacé par le monde de Google. oui, mais vous avez toujours été nostalgique de cette France en noir et blanc, en DS. On rappelle toujours que vous êtes l'arrière-petit-fils du président Coty et vous aimez bien Non, le rappeler je d'ailleurs. suis Heu, pas si nostalgique que ça parce qu'au fond, vous savez, une enfance comme ça a été la mienne ou au Havre dans les années 70, c'était assez ennuyeux. Il y avait des côtés un peu ternes aussi. Hein. C'était pas un monde si joyeux que ça. mais c'est une belle ville aujourd'hui. C'est une très belle ville, mais on s'en rendait pas compte. On trouvait Ouais. ça affreux. On marchait sous la pluie sur les avenues en béton. Mais en même temps, ça m'amuse effectivement. Comme une fantaisie aussi à la fin de ce livre, de reconstituer, voilà, c'est une espèce de France idéalisée, comme ça, un peu comme dans un film de Jacques Tati, une France d'autrefois, qui revivrait à la faveur du grand rafraîchissement, dans laquelle tout le monde retrouverait le sens de l'équilibre, Le sens de au lieu l'équilibre de la fuite vers la guerre. et ce juste regard. C'est ça qui est très intéressant. Je trouve que ça rejoint tous les grands moralistes du XVIIe siècle, voire les théâtreux, je pense à Molière et l'honnête homme. Lire mon maître. Hein. Moi aussi. Et l'honnête homme, c'est-à-dire de toujours voir le verre à moitié plein quand il Ouais. peut être à moitié vide. Oui. Et ça, c'est un tempérament, mais chez vous, c'est aussi une philosophie. Philosophie, je ne sais pas si j'irai jusque-là. En tout cas, oui, les petits bonheurs de la vie, j'essaie aussi toujours de mettre ça un petit peu en valeur dans mes livres comme dans mon existence. Hein. Un fond de pessimisme et de désespoir sur la tournure des choses et en même temps savoir chaque jour cueillir la beauté de Paris, le plaisir d'une musique, la rencontre avec quelqu'un. Je veux dire, voilà, heureusement dans cette fuite en avant angoissante. Et heureusement, voilà. Et comme toujours, ça se termine dans l'eau froide. Comme ça, tous mes romans se terminent, je ne sais pas pourquoi, un miracle sur la plage d'Étretat, Oui. assis sur les galets, à regarder l'horizon, parce que c'est peut-être une définition du mystère de l'existence humaine. On est là devant, voilà, devant l'horizon de cette plage normande où j'ai un peu grandi. Et voilà, c'est toujours comme un retour aux sources à la fin de chacun de mes livres. Oui. Enfin, là, c'est le pays de Caux. Voilà, le pays de Caux, exactement. Le pays de Caux, le pays de Maupassant. Enserré entre ces falaises, le pays de Monet, le pays d'Arsène Lupin, bien sûr, le pays d'Offenbach qui avait posé ses valises à Étretat lui aussi. Mais en tout cas, pas le pays de Boudin, Euh, qui est de l'autre côté de la Seine. Oui, enfin, Enfin, il a été beaucoup au Havre aussi quand même. Hein. Pour les auditeurs vont comprendre qu'il y a une espèce de compétition entre la côte fleurie et le pays de Caux. Mais c'est-à-dire que la côte fleurie vue du Havre, vous savez, on dit de l'autre côté de l'eau. Oui. C'est la baie de Seine, c'est l'autre côté de l'eau et voilà. Alors, pour revenir à votre livre, Benoît Dutertre, Le Grand Rafraîchissement, qui sort en ce moment chez Gallimard, vous développez cette idée à partir de l'idée de et si ça s'arrêtait, si on arrêtait d'avoir des canicules, si on retrouvait L'équilibre. le climat tempéré. Finalement, c'est peut-être à cause de nos intempérances que le climat Oui, en tout cas, je parle, vous l'avez cité tout à l'heure, de cette double fuite en avant. Mais Vous oui. savez, il y a eu la fuite en avant
de la super industrialisation, de la super déréglementation dans les 30 Glorieuses et puis encore dans les années 90. Et c'était une fuite en avant. Et aujourd'hui, il y a une espèce de fuite en avant au nom du développement durable, de tout et n'importe quoi, de recouvrir la terre entière d'éoliennes qui défigurent toute forme de beauté des paysages, etc. On n'a plus le droit de le dire. Une adaptation de tous les instants dont on ne sait pas si ça va savoir servir à quelque chose, mais qui se transforme en une espèce de presque de nouvelle tyrannie. Donc cette double fuite en avant, évidemment, pour moi, elle n'arrange pas les choses, et c'est pourquoi je prône le retour à l'équilibre et à la tempérance. Retrouvons cet équilibre et n'ayons pas peur de nous divertir et nous surprendre par des beautés nouvelles. C'est ce que vous nous donnez, Benoît Duteur, dans Le Grand Rafraîchissement, publié chez Gallimard. Merci beaucoup. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Camille Meyer, François Dieudonné, Philippe Malpeuch pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est mercredi, nous irons au cinéma pour voir Boléro comme un fils et La Salle des Profs, formidable film allemand. Il pleut, ça s'appelle Les Giboulées. On est en marche, je vous embrasse.